Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'avoir choisi RTI 1 à la une de ce 20h. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a ouvert sa première session ordinaire 2025 ce jeudi à Abidjan. Le président de l'institution, Eugène Aka Awele, a tracé les perspectives pour 2025. La paix reste le leitmotiv. La cérémonie s'est tenue en présence du haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. L'ONG internationale Youth Fellowship est une ONG coréenne présente dans plus de 136 pays dont la Côte d'Ivoire et elle promeut les valeurs d'excellence, du don de soi et l'amour du prochain. Sa cible reste la jeunesse. Le président de cette organisation a été reçu aujourd'hui par le Premier ministre Robert Begré-Mambé. Angovia, village situé dans le département de Boisflé, abrite l'une des mines d'or les plus importantes de notre pays. Ce soir, nous interrogerons les populations riveraines sur les retombées des activités minières dans leur localité. Que fait l'entreprise pour améliorer leurs conditions de vie? La mine est en pleine exploitation et les populations évoquent de grandes attentes. C'est une femme qui prend la tête du CIO, une première dans l'histoire de l'instance olympique. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue présidente du CIO à Costa Novarino, en Grèce, ce jeudi. L'ancienne nageuse, septuple médaillée olympique, avait en face 6 candidats, des hommes. Elle prendra ses fonctions à partir du 23 juin prochain. Soyez la bienvenue sur RTI 1. Le CESEC fait sa rentrée. Le Conseil économique, social, environnemental et culturel a ouvert sa première session ordinaire 2025 aujourd'hui à Abidjan. Le président de l'institution, Eugène Aka Awele, a tracé les perspectives pour 2025. La paix reste le leitmotiv, nous explique Alexis Ouedraogo. Le CESEC, c'est l'institution de la République qui conseille le gouvernement en matière de politique économique, sociale, environnementale et culturelle. Ce jeudi à Abidjan, sa première session ordinaire 2025 ouvre ses portes. La première session ordinaire de notre Assemblée s'ouvre dans un contexte national particulier marqué par les élections présidentielles du 25 octobre prochain. Nous avons bon espoir que l'amour de la patrie qui est notre partage sera toujours au-dessus de nos intérêts particuliers, puisque l'atteinte de nos objectifs individuels n'est possible que si notre pays, par notre sacrifice, se porte mieux. Le Conseil économique, social et environnemental entend s'impliquer dans cette préservation de la consolidation de la démocratie de la Côte d'Ivoire d'aujourd'hui et de demain. Le CESEC, en 2024, ses 3 rapports examinés sur le numérique et l'économie, le développement durable et les défis liés au changement climatique. Des conférences de haut niveau et des visites de terrain, une coopération internationale renforcée avec des rencontres à la Silicon Valley, à l'UNESCO ou encore au Conseil central de l'économie de Belgique. Pour 2025, de grandes commissions sont mises en mission sur les sujets de l'enrichissement illicite et du développement du marché du vivrier. L'enrichissement illicite constitue une forme de déviation des principes fondamentaux de la justice et de l'équité. En notre qualité de sentinelle vigilante de l'équilibre socio-économique de notre pays, il s'agit pour nous d'analyser les mécanismes de ce phénomène, de cerner ses effets délétères sur la société et de proposer des solutions concrètes. En ce qui concerne le thème développement et régulation du marché du vivrier, un développement équilibré et une régulation efficace du marché du vivrier permettra de lutter contre les fluctuations de prix, de réduire les risques de pénurie alimentaire et de favoriser la compétitivité des acteurs du secteur. Des perspectives que salue le président du Conseil économique et social du Bénin, invité d'honneur de cette rencontre, et le haut représentant du président de la République, Gilbert Kafana Koné. Il est intéressant pour nous, peuple du Bénin et membres du Conseil économique et social du Bénin, d'apporter nos contributions dans les échanges avant la fin de notre séjour ici en Côte d'Ivoire. Je voudrais les encourager à poursuivre sur le même élan et le président de la République leur fait confiance. Eugène Aka Awele n'a pas manqué de saluer l'engagement du chef de l'État en faveur de l'institution. Notons qu'un accord de coopération lie les assemblées consultatives ivoiriennes et béninoises depuis 2017.
Voilà, et la Côte d'Ivoire au travail reste une destination privilégiée. L'ONG internationale Youth Fellowship est une ONG coréenne qui est présente dans plus de 136 pays, dont notre pays, la Côte d'Ivoire. Et cette ONG promeut les valeurs d'excellence, du don de soi, l'amour du prochain. Sa cible reste la jeunesse. Le président de cette organisation internationale a été reçu aujourd'hui même par le Premier ministre Robert Bekremambé, Marie-Chantal Akandan, Ulrika Dongo. Cette rencontre entre le Premier ministre, des membres du gouvernement et la délégation de l'ONG internationale Youth Fellowship, IYF, s'inscrit dans cette volonté d'innovation éducative avec son programme Mind Education. Cette organisation de la Corée du Sud mise sur le leadership, la maîtrise de soi et la prise de décision éclairée en vue de transformer les mentalités et préparer une jeunesse plus responsable. Une approche saluée par le Premier ministre qui y voit un levier essentiel pour le développement du pays. Le déclic qui a permis à la Corée du Sud de prendre son envol réside dans un certain nombre de paramètres. L'esprit de combativité dans tout ce que nous faisons, l'innovation que nous, Ivoiriens, on essaie d'étudier pour prendre en compte dans notre développement. Le révérend président fondateur de l'ONG a souligné les enjeux de cette visite et les perspectives de collaboration avec le gouvernement. Surtout, je crois que la formation des changements de mentalité est très nécessaire dans le pays. Si le gouvernement ivoirien envoie quelques personnes en Corée, on va aussi les donner la formation. Et aussi, on va travailler pour que beaucoup de personnes puissent bénéficier de cette formation. Et surtout dans l'école, des établissements scolaires, on va commencer cette formation. Et j'espère qu'avec le soutien du gouvernement ivoirien, on va travailler étroitement. Un partenariat stratégique qui témoigne de l'engagement de la Côte d'Ivoire à bâtir un système éducatif plus inclusif et performant au service d'une jeunesse actrice du changement. Et pas de répit pour le Premier ministre Robert Bekremambé qui a également inauguré ce jeudi un symposium consacré à la femme et à la religion, marquant ainsi le lancement de la première chaire de leadership en enseignement dédiée à cette thématique. Eh bien, portant le nom de sa défunte épouse Mambé Martha Irma, cette chaire vise à mettre en lumière le rôle essentiel des femmes dans les sphères spirituelles, éducatives et sociale. Le reportage de Marie-Chantal Akandan et Ulrike Adongon dans nos prochains journaux. Nous partons maintenant pour les États-Unis. Vous allez le voir, sacrée championne africaine de la lutte contre les discriminations envers les femmes et les filles, dévançant ainsi le Sénégal. La Côte d'Ivoire a partagé son expérience lors d'un panel de haut niveau à l'ONU, envoyé spécial à Mississauga. À Manhattan, au siège des Nations Unies, des ministres et représentants de divers pays se réunissent pour échanger sur les avancées et les défis de l'égalité de genre. Une table ronde organisée dans le cadre de la 69e session de la Commission de la condition de la femme vise à réaffirmer les engagements internationaux et tracer une feuille de route vers un avenir plus équitable. Au cœur des échanges, la ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, Nassine Touré, a exposé plusieurs réformes mises en œuvre en Côte d'Ivoire. Mon pays, conscient de l'urgence de relever le défi, a mis en place depuis de nombreuses années un cadre institutionnel structuré qui a permis les avancées majeures suivantes. La révision du Code de la famille, l'adoption de la loi sur le quota et son décret d'application, le renforcement du cadre de lutte contre les violences basées sur le genre, la mise en place d'un cadre de concertation impliquant les institutions publiques, la société civile et le secteur privé et les partenaires au développement. Nassine Touré a insisté sur l'importance d'une approche concertée, soulignant que les efforts collectifs sont indispensables pour atteindre les objectifs fixés lors de la conférence de Beijing. En renouvelant son total engagement à mettre en œuvre le programme d'action de Beijing, mon pays appelle à un cadre de coopération renforcé impliquant un financement international accru pour garantir la pérennité des programmes d'égalité des sexes. Cette table ronde ministérielle a été un appel à l'action collective par les panélistes, réaffirmant l'engagement de la communauté internationale à garantir un avenir où les femmes et les filles peuvent pleinement s'épanouir sur les plans économiques, social et politiques.
Côte d'Ivoire donc championne de la promotion du genre. Et la Côte d'Ivoire, à l'instar des autres pays ayant partagé la langue française, a célébré aujourd'hui, 20 mars, la journée internationale de la francophonie. C'était au Palais de la Culture de Treichville et notre ministre de la Culture a pris part à cette célébration et nous rapporte Issa Tchonayeo. Message de la Secrétaire générale de la francophonie. Fresque pour dénoncer l'immigration clandestine. Prestations artistiques. La célébration de la Journée internationale de la francophonie au Palais de la Culture de Treichville a été riche en émotions et en enseignements. Le porte-parole du corps diplomatique francophone en Côte d'Ivoire s'est réjoui du choix du thème cette année. Le thème retenu cette année, je médite donc j'agis, est un appel vibrant et judicieux à la prise de responsabilité à travers le savoir. Il rappelle que l'éducation n'est pas une simple transmission de connaissances, mais un puissant levier de transformation sociale, un outil d'émancipation et un gage de prospérité à l'avenir. Aujourd'hui, sous l'impulsion de son Excellence, Monsieur le Président Alassane Ouattara, la Côte d'Ivoire poursuit cette ambition, avec une politique éducative dynamique, plaçant la formation et l'innovation au cœur du progrès. Françoise Remarque salue le message de la secrétaire générale de l'OIF en faveur de l'éducation, avant d'indiquer la priorité nationale sous le leadership du président Alassane Ouattara. Sous l'impulsion du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, le thème de cette année est pris en compte avec une minutie et une détermination avec le triptyque. Éducation, formation, employabilité. Il s'agit d'une priorité nationale, d'un engagement total à travers des projets ambitieux et concrets pour la construction d'un système éducatif inclusif, accessible et de qualité qui favorise l'insertion professionnelle des jeunes. La ministre de la Culture et de la Francophonie réitère l'engagement du gouvernement pour une francophonie dynamique. La journée de la francophonie, l'accent mis sur l'éducation et le message à relayer. Je m'éduque, donc j'agis. Les lignes bougent aussi en matière d'employabilité des jeunes et grâce au C2D, 9 régions viennent d'être équipées en véhicules pour faciliter la mobilité des agents de suivi sur le terrain. Le but est de favoriser l'insertion professionnelle des jeunes et ces 16 véhicules, vous allez le voir, sont estimés à plus de 434 millions de francs CFA. Didier Nguessan. 16 véhicules pour renforcer la mobilité des équipes en charge du programme d'insertion socio-professionnelle et citoyenne de la jeunesse ivoirienne. Il s'agit de la phase 3 du contrat de désendettement et de développement C2D qui lie le gouvernement de Côte d'Ivoire à l'Agence française de développement. Au nombre des bénéficiaires, 9 régions, entre autres le Lodjibois, l'Ifou, les Grands Ponts, la Maraoué et le Nzi. Nous assistons à un moment important où la collaboration entre le gouvernement et les collectivités territoriales en matière d'amélioration de l'employabilité et de l'emploi des jeunes est mise en avant à travers un appui logistique du projet. Ce programme vise à contribuer à l'insertion de 81 420 jeunes pour un coût global de 51 600 millions de francs CFA. Plus de 50 000 jeunes ont ainsi été accompagnés à travers des dispositifs de renforcement de leur employabilité, à travers des stages, des chantiers écoles ou d'entrepreneuriat avec l'appui à la structuration de business plans, l'obtention d'un crédit pour démarrer un projet, un business. Ces moyens logistiques permettront un meilleur suivi des jeunes bénéficiaires dans chaque localité. Le coût total donc, de ces véhicules s'échiffre à 434 529 996 francs CFA. Ces moyens de mobilité permettront de renforcer la capacité opérationnelle des équipes, d'assurer le suivi et une supervision approchée des activités et garantir une mise en œuvre efficace des initiatives d'insertion socio-professionnelle et citoyenne au profit des jeunes. Outre les régions, l'Agence Emploi Jeunes a reçu 5 véhicules et 2 autres véhicules ont été affectés au ministère de la Promotion de la Jeunesse, de l'Insertion professionnelle et du Service civique.
Il faut aussi prendre en compte l'environnement dans la réalisation de tous ces projets. Je vous convie donc à cette table ronde sur les changements climatiques et leur impact sur l'économie ivoirienne. Eh bien, selon le ministre Jacques Assaoré Conan, la Côte d'Ivoire a besoin de 13 000 milliards de francs CFA pour faire face aux engagements climatiques. Et cette table ronde a donc pour objectif d'impliquer le secteur privé dans la mobilisation des ressources. Grâce Kando. Les besoins de la Côte d'Ivoire en matière d'objectifs climatiques sont estimés à 22 milliards de dollars, soit 13 000 milliards de francs CFA. Bloomfield Intelligence veut apporter sa contribution à travers la mobilisation du secteur privé et des financements innovants. D'où cette table ronde, initiée conjointement avec le ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. Cette rencontre réunit experts du domaine, partenaires au développement et financiers, autour du thème « Impact des changements climatiques sur l'économie ivoirienne ». L'idée, c'est vraiment de mettre en relief des solutions ou de susciter des questionnements et des prises de conscience pour qu'il y ait une action collective pour justement adresser cette problématique qui est extrêmement importante. Des financements sont disponibles. Mais pour les atteindre, il faut d'abord avoir des projets qui sont bien ficelés, qui sont documentés, basés sur des évidences, avec un cadre de résultats et les études de faisabilité. Agir avec urgence et détermination, tel est le leitmotiv du ministre Jacques Assaoré Conan au cours de cette table ronde sur les changements climatiques. Les changements climatiques ont un impact véritable sur tous les secteurs de l'économie ivoirienne. En même temps, le panel a permis de faire des propositions, des axes d'action prioritaires qui vont permettre au gouvernement de prendre des décisions. En matière de financement, nous avons élaboré un portefeuille national de projets dont nous avons parlé et avons demandé au secteur privé de s'approprier ce portefeuille et de financer les actions prioritaires qui y sont identifiées. Un rapport a été présenté. C'est un outil stratégique qui propose une cartographie dynamique des risques climatiques. Toujours dans l'actualité nationale, on évoque aussi la lutte contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée qui s'intensifie dans l'espace ouest africain. Alors que faire? La CEDEAO a une idée, elle vient donc de convier les États membres à Abidjan et à l'effet de peaufiner l'architecture de sécurité maritime. Cette stratégie fixera le cadre d'une coopération renforcée entre les pays afin de barrer la route au fléau de la pêche illicite, non déclarée et non réglementée. Mama Traoré Zakaria. 20% des poissons illégalement pêchés dans le monde proviennent des eaux ouest-africaines. Les pertes économiques sont estimées entre 2 et 9 milliards de dollars par an. Cette pratique qualifiée de pêche illicite non déclarée et non réglementée représente une menace multiforme pour les États. Elle met à mal non seulement l'intégrité des océans, mais aussi la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance de millions de citoyens de notre région. Beaucoup de notre jeunesse, ils vivent sur la pêche et tout ça. Et si on ne peut pas contrôler comment les étrangers et tout ça vont exploiter ces ressources-là, on va avoir le problème aussi de migration illégale. Face à l'urgence, la CEDEAO, Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, s'attelle à bâtir une architecture de sécurité maritime sous l'impulsion des chefs d'État. Une réunion des parties prenantes se tient d'ailleurs à Abidjan. Elle planche sur les voies et moyens à employer pour endiguer le fléau. Il est important de mettre en place un cadre régional de coopération en vue d'améliorer l'utilisation durable et intégrée des ressources océaniques en Afrique de l'Ouest, en stimulant une croissance économique inclusive à travers la lutte régionale concertée efficace contre la pêche INN. Ce cadre de coopération entre États produit déjà des résultats. Depuis 2 ans, l'espace maritime ouest-africain n'a enregistré aucun acte de piraterie maritime. L'UEMOA agit aussi pour le bien des communautés. Les travaux de la 55e session ordinaire du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine se poursuivent à Bamako, la capitale du Mali. Et cette édition a permis au président de la commission de l'UEMOA de présenter le rapport annuel 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Abou Sanogo nous explique. Le président de la commission de l'UEMOA,
face aux parlementaires des 8 États membres de l'organisation sous-régionale présentant le rapport 2024 sur le fonctionnement et l'évolution de l'Union. Épais de 148 pages, ce rapport retrace les activités et les actions de l'Union. Nous avons partagé avec les députés et sénateurs la situation économique de notre Union, qui est une situation qui fait ressortir un dynamisme économique certain, et également des indicateurs macroéconomiques qui sont bien orientés. Et nous avons partagé avec les honorables aussi tout ce que nous sommes en train de faire dans le domaine du marché commun, voilà, avec des évolutions importantes dans le domaine de la libre circulation des biens et des personnes. Un taux de croissance nettement supérieur à 6% et beaucoup d'engagement pour un marché commun favorable aux 8 États. Autant de bons points qui ne seraient masqués certaines difficultés dans le non-reversement des prélèvements communautaires de solidarité par certains États membres de l'Union. Nous avons donc au niveau du CIPUE-MOI adopté une résolution à l'endroit des hautes autorités de l'UE-MOI pour demander le reversement du PCS au niveau de la Commission pour permettre aux organes de la Commission de bien fonctionner. Un appel qui, s'il est entendu, devra permettre d'améliorer davantage le fonctionnement de l'organisation et permettre aux organes de la Commission de réaliser plus de projets au bénéfice des populations de l'Union estimées à près de 145 millions d'habitants. Je vous invite à présent à faire un petit voyage avec moi à Angovia, village situé dans le département de Boisflé, qui abrite l'une des mines d'or les plus importantes de notre pays. Eh bien, ce soir, nous allons interroger les populations riveraines sur les retombées des activités minières dans leur localité. Que fait au juste l'entreprise pour améliorer leurs conditions de vie? La mine est en pleine exploitation et les populations ont de grandes attentes. Et je n'atoubis. À pied, en bicyclette ou à moto, c'est un nombre important de personnes qui affluent chaque jour dans le village d'Angovia. L'attrait d'Angovia tient moins de sa facile accessibilité que de ce qu'elle peut offrir en termes d'opportunités. C'est un village riche en minerais. Une première mine s'est implantée ici en 2018. Elle a exploité le minerai jusqu'en 2022. D'autres sociétés se sont succédé. Perseus Mining a obtenu de l'État de Côte d'Ivoire l'autorisation d'exploiter l'or du pays oulé, ce qui a valu son établissement à Angovia depuis 2018. Les 3 écoles ont bénéficié de la réhabilitation des différents bâtiments. Et en 2021, on a eu 200 tables bancs. Elle nous a fait espérer, mais aujourd'hui, cet espoir s'est tourné maintenant en désillusion. Le temps a passé et l'on peut s'interroger aujourd'hui si l'entreprise minières et les populations entretiennent encore des relations franches dans le respect des engagements pris d'accord partis. Les responsables de la mine que nous avons sollicités avec insistance répondent par l'affirmative, mais ils ont souhaité ne pas être filmés et ont refusé toute interview. La chefferie d'Angovia, pour sa part, et les populations de tous les villages directement ou indirectement impactés, les jeunes et les femmes notamment, ne cachent pas leurs sentiments de frustration. Nous voulons qu'ils viennent à notre aide financièrement pour que chacun d'entre nous puisse mener une activité. Nous, notre cri de cœur, là, c'est ça. Dans cette atmosphère d'attente trompée va naître un grand espoir. L'installation en 2023 d'un CDLM, Comité de développement local minier. Il est doté d'un budget représentant 0,5% du chiffre d'affaires de la mine. De quoi ravir les populations des villages impactés qui peuvent rêver de grandes choses en termes de développement et de progrès. Le manuel de procédure a été élaboré par un expert. Dans ce manuel, nous puisons les projets à réaliser. Nous avons passé le premier marché qui concerne le reprofilage lourd d'un tronçon de près de 17 km 500. Et puis l'ouverture des rues et un reprofilage léger. Mais actuellement, nous avons 10 dossiers d'appel d'offres qui sont déjà lancés. Contre toute attente, en avril 2024, les jeunes se révoltent et s'illustrent par des actes de violence allant jusqu'à incendier 6 véhicules de l'entreprise minière et le saccage du foyer des jeunes, construit par la mine.
On entendait dire ici et là que c'est en réaction à l'indifférence des responsables de Perseus Mining devant les nuisances environnementales que vivent au quotidien les habitants des villages impactés par l'activité minière. On ne peut même pas dormir. Quand il y a du vent ou bien il y a une tornade qui se prépare, tout le village est envahi de poussière. Le minerai que vous voyez là, c'est ça qui provient de la poussière. Et on a soumis ça à la société. Jusque-là, il n'y a pas de solution. Perseus avait promis depuis 2 ans créer des dépôts de déchets avec une mise à disposition des engins pour récolter ces déchets-là. Ça n'a pas été fait. Promis aussi réparer les maisons fissurées, qui sont les effets d'après dynamitage. Et jusque-là, ça n'a pas été fait. Un expert avait été commis par les responsables de l'entreprise pour en évaluer les causes. Sa conclusion était que les fissures n'étaient en rien la conséquence directe de fréquents dynamitages à la surprise du CDLM et des autorités préfectorales. Pour la population, c'était le mépris de trop qui va déclencher les violences qu'a connues Angovia en avril 2024. Je me suis tourné vers Perseus pour leur dire attention, je ne suis pas convaincu par votre expertise. Ce que je souhaite est que vous preniez en compte la réparation de ces fissures pour ne pas compromettre vos relations avec les riverains. On est tombé d'accord. Il a demandé au directeur régional de la construction de conduire une mission et d'évaluer les dommages. Ce qui a été fait. Passé le temps des incompréhensions, Angovia, qui abrite les installations de la mine d'or et tous les villages impactés par ces activités, sont dans une dynamique de rapport gagnant-gagnant. En témoignent les tournois de football qui se tiennent chaque année dans les villages. L'espoir est de retour. À Kakro, Kwakunyanou, Laobazi, Nakofi Yobukro et Angovia même, tout le monde attend avec enthousiasme les projets sociaux à réaliser grâce au CDLM, dont le budget a connu un relèvement significatif. C'était la mine d'Angovia, les grandes attentes des populations. Un grand reportage signé Jeune Atoubé. À l'orée de la présidentielle, le RHDP affine sa stratégie. Son porte-parole était face à la presse au siège du parti à Cocody. Kobena Kwasi Adjoumani s'est prononcé sur plusieurs sujets, entre autres la révision de la liste électorale. Il a également annoncé à cette rencontre une tournée nationale prévue en avril prochain en prélude au congrès du RHDP. On en sait plus avec Noussangaré et Adama Kéré. Face à la presse, Kobena Kwasi Adjoumani, porte-parole principal du RHDP, s'est prononcé sur l'actualité politique. Précisément, l'ouverture du contentieux électoral avec l'affichage provisoire de la liste électorale. Le RHDP invite ses militants à se mobiliser massivement, à s'inscrire dans ce processus sous l'encadrement des cellules de gestion des élections et à rester vigilants face aux manœuvres de nos adversaires. Le RHDP annonce un congrès au mois de mai. En prélude à ce rendez-vous, le parti entamera une tournée nationale du 3 au 21 avril prochain. Nous devons aller discuter avec les militants, nous enquérir des réalités de terrain, et c'est tout cela qui va faire l'objet de débats à l'occasion du congrès que nous aurons à faire. Donc, nous avons parlé de 31 missions qui vont sillonner toute la Côte d'Ivoire avec des chefs de délégation, une forte délégation composée de cadres de toutes les régions. Et vous allez voir que très bientôt, nous allons envahir toute la Côte d'Ivoire. Ce sera la marée orange. Une tournée qui témoigne de la volonté du RHDP de consolider sa présence sur le terrain et de préparer efficacement les élections présidentielles d'octobre 2025. Et c'est une première dans l'histoire du CIO. La Zimbabwéenne Kirsty Coventry a été élue à la tête du CIO à Costa Navarino en Grèce ce jeudi. Elle succède à Thomas Bach en poste depuis 2013. L'ancienne nageuse devient ici la première femme à prendre la tête de l'instance olympique. Elle avait en face
6 candidats, des hommes. La septuple médaillée olympique prendra ses fonctions à partir du 23 juin prochain. Son mandat sera de 8 ans et renouvelable une fois pour 4 ans. Elle a fait son entrée au CIO en 2013 en qualité de membre de la commission des athlètes. Coventry est devenue donc la 10e présidente de cette prestigieuse organisation fondée il y a 131 ans. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Demain 20h, vous avez rendez-vous avec Kolo Coulibaly. On n'oublie pas de promouvoir la paix partout sans relâche. C'est un trésor inestimable.